Merci à vous d'être venu à cette table ronde qui s'annonce passionnante sur réinventer les corps. Alors, quand on a eu le nom de cette table ronde, il fallait s'interroger sur de quoi allions-nous parler. Parce que réinventer les corps, c'est lesquels? Parce que le titre de la table ronde ne le précise pas. Alors, est-ce que c'est le corps enseignant, le corps diplomatique, le corps expéditionnaire? Est-ce que c'est les corps vivants qui auraient le diable au corps, ou est-ce que c'est les corps morts? Puisqu'après tout, en anglais, on fait bien la différence entre les deux, puisqu'il existe deux mots en anglais pour dire un corps vivant ou mort. Est-ce que c'était le corps humain, le corps non humain, puisqu'après tout, c'est un festival de science et de science-fiction? Est-ce que c'était les corps féminins ou masculins, l'un étant plus soumis à des impératifs de jeunesse et de minceur que l'autre? Et là, je vous laisse choisir lesquels. Alors, pour éclairer nos lanternes, heureusement, on a quatre brillants invités sur ce plateau. Voilà, donc ils sont spécialistes du vivant, de la cellule, de l'art, de la pensée. Et ils sont avec nous pour 1 heure. Donc, il y a Élise Thiebaud, bonjour. Bonjour. Élise Thiebaud, vous êtes l'autrice de « Ceci est mon sang sur les règles, ceci est mon temps sur la ménopause », qui est la suite logique. Vous proposez la newsletter menstruelle Nouvelle Lune. Et vous êtes journaliste écoféministe et vous contribuez à de nombreuses revues comme La Déferlante, par exemple. Et hier, dans une table ronde sur la ménopause potentielle de la planète Terre, vous demandiez s'il fallait réinventer le corps féminin en le rendant autre qu'un modèle de corps masculin un peu débile. Donc c'était une bonne entrée en matière pour la table d'aujourd'hui. Il y a aussi Myria Richetti, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes biologiste, vous êtes chef d'unité à l'Institut Pasteur, vous êtes directeur de recherche et votre équipe travaille entre autres sur les mécanismes encore mal connus du vieillissement. Donc voilà, le vieillissement physiologique, on va dire normal, pour simplifier, ou le vieillissement pathologique. Donc comme c'est dans le cas de certaines maladies génétiques rares, on peut citer par exemple la maladie de Cockayne, ça se dit comme ça ? Le syndrome de Cockayne. Merci. Voilà, donc où il y a un vieillissement prématuré. Voilà, donc vous étudiez ce qui dysfonctionne potentiellement dans le corps en vue de trouver des traitements. Voilà. Lou Luby. Bonjour. Bonsoir. Oui, j'étais pressée sur le bonsoir. Vous êtes scénariste et dessinatrice de BD, donc on vous doit Goupil-ou-Face sur le trouble bipolaire. Et à la fin, il meurt sur les contes de fées, mais c'est pas vraiment pour les enfants. Donc tous ces contes de fées qui véhiculent depuis des siècles de réécriture à travers le monde entier, des histoires plus ou moins les mêmes et qui ont été adaptées par Disney et autres. Vous proposez aussi Racine, donc qui est là sur notre table. Donc Racine, c'est une enquête dessinée sur les cheveux crépus. Donc c'est pas biographique. Vous le précisez à plusieurs endroits. Pas du tout, c'est de la fiction mêlée de vulgarisation. Voilà, donc il y a des dessins, on apprend plein de choses sur l'histoire du peuplement de la Réunion, voilà, sur les cheveux crépus et leurs propriétés. Et vous sortez très récemment un nouvel ouvrage, donc Eurydice, sur le mythe d'Orphée et Eurydice. Et cette fois-ci, c'est pas vous qui dessinez, vous avez confié le dessin à Solène Guivre. Et enfin, Franck Allary. Bonjour. Bonjour. On ne peut pas se tromper, il n'y a qu'un monsieur sur scène. Voilà. Donc désolé. Vous êtes... Non, vous excusez pas. Vous êtes biologiste. Sorry, not sorry. Pardon. Vous êtes biologiste cellulaire, vous êtes chargé de recherche à l'INSERM, vous travaillez au centre de recherche en transplantation et immunologie, et vous êtes dirigé vers la bio-ingénierie et la bio-impression 3D. Alors, dans le cadre de votre projet Birdie, on dit comme ça, voilà, avec mon bon accent, vous travaillez sur des modèles 3D humanisés innovants. Alors, il s'agit de combiner des organoïdes, des organes sur des puces et bio-impression pour étudier la toxicité des médicaments et les infections virales. Et voilà, de chercher un modèle qui mime au plus près du corps humain. Bon, si vous n'avez rien compris, on aura plus de temps pour détailler plus tard. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. En tout cas, bravo. Si vous n'avez rien compris, juste me permets un commentaire. C'est comme David Elbaz, en fait, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Donc, pour réinventer les corps, on peut commencer par se demander est-ce que réinventer les corps, c'est créer un humain augmenté, des cellules extracorporelles ou des avatars? Est-ce qu'il s'agit de faire mieux, plus fort, plus vite? Alors là, je vais me tourner vers Lou Luby, dans votre nouvel ouvrage Eurydice. Donc, on voit s'opposer un corps féminin de chair et d'os, donc Eurydice,
qui se trouve face à un corps non humain de Galatée. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce choix ? Oui, absolument, c'est Calliope. Calliope qui est une des muses, donc qui est danseuse dans une troupe de muses, dans une ville de papier au milieu du désert où il y a beaucoup de faux semblants. Et donc Calliope est une femme grosse, avec des vergetures, avec des imperfections. C'est aussi une artiste brillante, vraiment l'élite dans son métier. Et en fait, son métier précaire est menacé par une danseuse de papier qui est irréprochable, qui est parfaite, qui est fine, qui correspond parfaitement aux critères de beauté moderne, qui est aussi beaucoup plus docile, puisque créature artificielle, elle va se plier aux volontés de son créateur. Et en fait, on va avoir cette opposition-là entre les deux personnages. Voilà, ça c'est Calliope. On va avoir cette opposition, en fait, va se poser la question du remplacement de l'humain par le synthétique, par l'artificiel, qui à la base était plus une volonté de ma part de parler de la mécanisation, de l'industrialisation des corps, mais qui aujourd'hui résonne drôlement avec l'IA, puisqu'on a effectivement des artistes qui ont un talent, qui ont appris pendant des années à faire quelque chose de sensible, quelque chose d'humain. Et brusquement, on se retrouve face à ces machines qui vont plus vite, qui sont plus efficaces, qui sont moins chères et qui font exactement ce qu'on veut. Et se pose effectivement cette question du remplacement. Donc effectivement, c'est une des thématiques qu'on aborde dans Eurydice, de cette femme face à son corps imparfait, voilà, qui est menacée par la perfection inhumaine. Alors, puisqu'on est dans le humain-non-humain, je vais me tourner vers Franck Allary. Donc, on a évoqué tout à l'heure le fait que vous créez des nouveaux modèles, des modèles innovants, des nouvelles cellules. Alors, comment on peut les qualifier, ces cellules et ces modèles ? Est-ce que c'est des fausses cellules ou est-ce que c'est un avatar du corps humain ? Comment vous les définiriez ? Alors, des fausses cellules, donc ça n'existe pas. En fait, toutes les cellules sont des vraies cellules. Elles ont juste des environnements un peu différents. C'est-à-dire que si vous prenez une cellule dans son environnement natif, dans un tissu, dans un organe, elle a un comportement qui correspond en fait à ce qu'elle vit à un instant T. Quand je dis, c'est très anthropomorphique, mais ça aide aussi à comprendre un petit peu les choses. Et si vous prenez cette même cellule après avoir dilacéré, digéré en fait un tissu, un organe qu'on a prélevé sur un animal, sur un être humain, avec son consentement, à ce moment-là, on peut faire de la culture cellulaire. Et donc ces cellules, à ce moment-là, ne sont plus dans un environnement, dans leur environnement natif, elles sont dans un environnement différent, et ça va changer leur biologie. Donc ce sont toujours les mêmes cellules, mais elles vivent des choses différentes. Quand vous êtes en plein désert, vous avez chaud, votre corps va réagir, va s'adapter. Quand vous êtes au pôle Nord ou dans le Grand Nord canadien, votre corps va s'adapter aussi. C'est juste une question d'adaptation, mais ce sont les mêmes cellules. Qu'on se le dise. Alors, qu'on se le dise. Changer de biologie, là je vais me tourner vers vous, Myria Richetti. Alors comment ces vraies cellules pourraient être utilisées dans vos travaux sur la recherche sur le syndrome de Cochrane? Comme disait Franck, il n'existe pas de fausses cellules. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit prendre des cellules qui ont des défauts, essayer de corriger ces défauts, ce qui a été fait dans certains cas. Et dans certains cas, ce n'est pas encore faisable. Ou encore, essayer de renforcer les cellules pour les rendre capables de faire ce que les autres cellules normalement font. Donc, c'est une recherche, si on veut, d'amélioration. Ce qui n'était pas dans votre première phrase, parce que vous parliez de faire des super cellules, des super corps. Donc là, c'est un peu un autre problème. Ça, c'est pas ce qu'on veut faire. Mais ce qu'on va faire, c'est au moins en utilisant ce qu'on connaît, ce que le corps est déjà capable de faire, de les rendre plus, capable pendant plus longtemps ou plus capable de faire ce qu'il peut faire. Alors dans le cadre d'une maladie génétique, donc qui se retrouve dans toutes les cellules, oui. Comment on pourrait inventer une cellule comment on pourrait soigner ça en fait? Il faudrait le mettre dans une cellule saine dans un organisme? Est-ce qu'il faudrait traiter avant la naissance? Comment on pourrait faire ça? Non, évidemment, avant la naissance, on ne peut pas. Mais ça a été fait pour des maladies génétiques du sang,
par le fait qu'on peut corriger la mutation, disons, et dans les cellules de sang, ça suffit une seule cellule pour recréer, disons, les poules totales. Chose qu'on ne peut pas encore faire pour le reste du corps, la peau, etc. Même s'il y a maintenant des nouvelles pistes assez intéressantes qui permettraient peut-être de faire une substitution, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Il y a des pistes, par exemple, qui peuvent se focaliser sur un organe spécifique, mais c'est très, très préliminaire. Et est-ce qu'on, pour autant, on réinventerait un corps en faisant ça? Non, parce que le corps est déjà, le corps a déjà, on ne peut pas réinventer un corps. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de lui donner la possibilité de faire au mieux. Et les possibilités du corps sont beaucoup plus importantes de ce qu'on pense parfois. On ne veut pas faire Superman. Voilà. Désolée s'il y en a qui comptaient là-dessus. Hein. Vous avez la réponse? Alors là, on s'est demandé aussi si réinventer les corps, c'était arrêter le temps. Est-ce qu'il était question de ralentir, voire de remonter le temps? Et donc, là, je vais me tourner vers vous, Alice Thiebaud. Donc, et si pour vous, la machine à remonter le temps, c'était là, alors je cite, hein, c'est pas de moi, c'est d'Alice Thiebaud, la machine à cambrer les bananes. Alors, pardon, mais Alice Thiebaud a dit ça quand on préparait cette table ronde, ça m'a tellement fait rire que je résiste pas au plaisir, à la gourmandise de dire ça sur scène. Voilà. Donc, cette machine à courber les bananes, est-ce que c'est le Viagra, par exemple? Est-ce que c'est ça qui est proposé aux messieurs? Normalement, ça ne doit pas les courber. Enfin, les recourber, peut-être. Pardon. Et du coup... Je ne suis pas spécialiste. Alors, cela dit, est-ce que la solution pour réinventer les corps, c'est de remonter le temps, donc cambrer les bananes ou les dresser? Voilà, l'idée, est-ce que c'est d'échapper par le lifting et divers traitements hormonaux plus ou moins dangereux à, je cite là encore, cette fois-ci, je cite ceci est mon temps, donc la demi-sèche et la demi-molle. Oui, alors, bon, ça nous emmènerait un peu loin d'aborder cette question-là du vieillissement sexuel. Qui se traduit donc sur les corps féminins par ce qui peut se traduire, ça n'est pas fatal, par de la sécheresse vaginale, tandis qu'effectivement on a une faiblesse érectile qui apparaît chez les hommes à peu près au même âge, ce qui donc peut aboutir dans le cas d'une rencontre sexuelle à ce que j'appelle la rencontre de la demi-molle et de la demi-sèche, qui est toujours un peu une catastrophe. Et que effectivement, bon, on a essayé d'empêcher par plein de moyens. Quand on a préparé cette rencontre sur réinventer les corps, je me suis beaucoup interrogée sur cette notion de réinventer. Et moi, j'avais plutôt envie tout ce sur quoi je travaille, ça consiste plutôt à réinviter les corps. Parce qu'on vit dans le déni de ce qu'ils sont. On parlait des cellules, 60 000 milliards de cellules, un corps humain. C'est beaucoup. Donc on peut travailler sur 4 cellules, 10 cellules, 100 cellules. On ne va pas travailler sur le cosmos que chacun de nos corps est. Et sur cette rupture vraiment anthropologique, intellectuelle, qu'on a établie entre d'un côté un esprit et de l'autre un corps qui devrait lui être soumis. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le rapport au vieillissement, c'est que ça suppose un déni. Le corps, quand il naît, il est appelé à vieillir, naturellement, quand ça n'est pas pathologique. C'est la condition même de la vie que nous vieillissons et que nous mourons. Et puis avec, et ça rejoint vraiment votre approche, Lou, au moment du 19e siècle, on chosifie les corps. On en fait vraiment, on est censé devenir des standards et des machines efficaces. Et dès le début de la présentation, vous parlez comme ça, il faut le rendre plus fort, plus efficace, et qu'on puisse ou pas est une chose. C'est pourquoi faudrait-il qu'il soit plus fort alors qu'on en ignore tant, et en particulier qu'on ignore tant de ses potentialités,
y compris les potentialités de la vieillesse, que j'ai la joie d'expérimenter ou de commencer à expérimenter, et qui sont, donc je plaide pour ma paroisse, vieillir, c'est une expérience extraordinaire, y compris et avant tout corporelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je sais pas ça. Alors j'en profite quand même, Lise Thiebaud, pour vous demander si à votre sens il existe un temps masculin et un temps féminin. Non. Non, alors évidemment, il faut que je développe, mais on serait censé avoir un corps masculin et un corps féminin. Je ne pense pas qu'une telle chose existe. Je pense que les corps existent dans un ensemble de pluralité bien plus vaste que des standards de ce qui est féminin ou de ce qui est masculin. Et cela, même la biologie nous montre à quel point c'est infiniment complexe et peu résumable. Donc, moi, j'ai coutume de dire quand je me réveille le matin, je suis un ours. Après mon premier café, je prends une douche, je me regarde là, je dis ah ouais, bella guapa, je suis un peu plutôt une fille. Le goûter arrive, je suis une gamine, faut me donner mon goûter, ça c'est voilà. À l'apéro, appuyé sur un comptoir en me tripotant les roubignoles, je suis un mec. Et puis quand je me couche, je suis une étoile, un cosmos. S'autoriser toutes ces possibilités d'être, de se penser et de s'imaginer, c'est pour ça qu'on est là, les utopiales, c'est s'imaginer. Et ça serait ça, réinventer son corps. C'est s'autoriser à l'habiter dans tous ces possibles, imaginables et inimaginables. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui fait la fiction. Et surtout, c'est là que réside le plaisir, pas dans les normes, augmentées ou réduites. Il y a des potentiels extraordinaires dans le vieillissement, comme il y en a dans la jeunesse et dans l'enfance. Et l'avantage de la vieillesse, c'est qu'on est aussi un enfant. Et l'avantage de la jeunesse, c'est que parfois on est aussi un vieillard. Moi, je disais ça à ma mère quand j'étais petite. Je dis, tu te rappelles quand c'était moi qui étais grande et toi qui étais petite? Je me rappelais de ça, moi. Alors, Franck Hellary, est-ce que pour autant on peut parler du temps interne? Donc, pour des raisons génétiques, les organismes humains ne réagissent pas tous au même rythme. Pourquoi? Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour y répondre, mais Myriam sont tout mieux placé que moi. Mais je vois à quoi ça fait référence, parce quand on préparait en fait cette table ronde, on a évoqué ça au téléphone. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, nous sommes tous différents. Ça vous aura pas échappé. Et en fait, cette différence, elle se traduit à plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est notamment au niveau génétique. Et cette différence dans notre génétique fait que, par exemple, notre foie, qui est un organe extrêmement important, qui va détoxifier, qui va enlever la toxicité d'un grand nombre de molécules, y compris des médicaments qu'on consomme tous les jours, notamment le paracétamol. En fait, ce foie, il va être très important. Et en fait, on va avoir des vitesses de détoxification de ces molécules qui sont différentes et qui dépendent en grande partie de notre génétique. Donc ça, c'est un fait, et ça fait que on va réagir très différemment à ces molécules-là de manière générale. Et c'est pareil pour un traitement médicamenteux. On se rend compte qu'il y a des patients qui vont réagir à certaines combinaisons de traitements, dans le cas d'une thérapie anticancéreuse par exemple, et d'autres vont réagir beaucoup mieux, etc. Donc je profite, je ne sais pas si j'anticipe ou pas, mais sur une autre question, mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire au laboratoire, alors pas sur les thérapies anticancéreuses, mais en utilisant en fait ou en travaillant sur des modèles in vitro qui sont complexes dans la mesure où c'est pas juste une culture de cellules dans une boîte de pétri. On essaie d'y introduire des contraintes physiques, chimiques, etc., pour faire en sorte que les cellules vivent comme si elles étaient dans le corps humain. Voilà. Je travaille sur une infection virale. Nous travaillons avec, y compris des gens qui sont dans la salle, nous travaillons à essayer de comprendre comment une infection virale, comment on a du mal à la combattre en fait. Et pour comprendre ça, cette infection virale qui n'infecte que l'homme, enfin ce virus qui n'infecte que l'homme, on a besoin d'avoir un modèle.
Donc c'est très réductionniste, mais c'est quand même un outil, c'est un des seuls outils qu'on utilise qui soit assez puissant en biologie pour qu'on puisse générer des résultats et comprendre les phénomènes. Donc le problème, c'est que quand on veut travailler uniquement chez l'homme, et donc pas sur le modèle animal, il faut faire de la biologie cellulaire. Et quand on fait ça, on a le choix entre une culture toute simple, voilà, dans une boîte de pétri, ou alors on essaie d'introduire un peu plus de complexité. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. C'était un petit détour un peu long pour expliquer que ce que l'on peut faire, soit en utilisant la bioimpression ou l'organe sur puce, qui sont des technologies, des approches technologiques, en fait, rien de plus. On peut y mettre beaucoup de fantasmes. Il y a certains films qui notamment, Elysium, le 5e élément, voilà, il y a des scènes dans lesquelles on voit en fait de la reconstruction par une sorte d'imprimante. Donc ça, c'est des choses qui sont de la science-fiction. Ça n'existe pas, ça n'existera pas avant plusieurs décennies. Mais en tout cas, ce sont des approches technologiques qui permettent de fabriquer des petits, alors on peut appeler ça des avatars du corps humain ou des petits morceaux de tissu, in vitro. Donc on peut maîtriser complètement l'environnement. Ça, c'est typiquement... merci Coraline, m'a fait penser à montrer ce genre de choses. Donc ça, c'est typiquement le genre de petits systèmes microfluidiques qu'on utilise au laboratoire. Et là-dedans, on met des cellules, on peut mettre des morceaux de tissu, on peut mettre des agrégats cellulaires, etc. Et en fait, ça permet de maintenir la vie pendant un certain temps. Et ça nous permet, à nous, biologistes cellulaires, d'étudier des phénomènes. On n'est pas dans un animal, on n'est pas dans un être humain, mais on est dans quelque chose qui ressemble un peu à un être humain, qui récapitule... De loin, hein. De très loin. Mais là, pas de risque de demi-molle, par exemple, ou de demi-sèche. C'est vous qui le dites. Et donc tout ça pour dire que voilà, grâce à ça, en fait, on peut juste commencer à comprendre les phénomènes, à comprendre la physiologie, quel fonctionnement d'un organe, d'un tissu, d'un organisme, et essayer de reproduire éventuellement tout ce qui est extra-physiologique, donc de la maladie. Mais voilà, donc c'était juste un petit commentaire comme ça. Merci. C'est long mes commentaires. Hein. Myria Richetti, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces modèles ? Oui, d'ailleurs, vous avez lancé tellement des sujets que j'aimerais répondre à tous et je ne peux pas. Nous utilisons quelque chose de similaire parce que la maladie que nous étudions donne aussi un vieillissement précoce et de la neurodégénérescence. Et les modèles animaux, malheureusement, ne marchent pas. Donc, en plus, c'est très variable entre les différents patients. Donc, on avait besoin de quelque chose qui dérivait du patient. Et on fait quelque chose de similaire avec une cellule qui originairement venait de la peau du patient, qui a été reprogrammée pour devenir une cellule souche pluripotente. Et de cela, on refait in vitro des structures neurales qu'on appelle des organoïdes cérébraux, qui ne sont pas évidemment des cerveaux, mais qui ont une structure, une composition qui ressemble d'une façon assez importante à un cerveau humain en développement, et qu'on peut garder en culture pendant des mois, voire des années. Donc on peut faire des études longitudinales. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un cerveau, mais nous pouvons faire des études très très détaillées, moléculaires, et tester des médicaments aussi. Et donc pour nous, c'est la chose c'est les modèles les plus avancés qu'on a maintenant. Demain, il y en aura d'autres, mais ça nous permet vraiment de faire des avancées importantes. Et quand on pense à comment on forme ça à partir d'une cellule toute seule dans une boîte de pétri, pratiquement on lui donne quelques informations qui sont ne fais pas ça, ne fais pas ça, et les cellules souches commencent à se différencier, à une population différente, à s'organiser comme on fait dans un cerveau en développement. Donc, ce sont des outils très importants et c'est passionnant d'un point de vue de leur formation et pour comprendre la vie aussi. Alors, Myria Richetti, vous dites justement, demain, il y en aura d'autres, des modèles. Là, je ne résiste pas à vous interroger sur le temps de la recherche. Du coup, puisqu'on évoquait tout à l'heure le progrès, qu'est-ce que vous aimeriez en dire ? Oui, j'ai eu l'occasion de parler récemment. Les temps, la première chose, c'est que pour faire les grandes avancées en sciences, il faut la recherche fondamentale, c'est-à-dire une recherche qui observe et essaie de comprendre. Il y a, disons, toute la recherche est importante et on aimerait tous faire des découvertes fondamentales qui ouvrent de nouvelles voies. Parfois,
pour la recherche, on a des temps courts. Si on doit, par exemple, adapter quelque chose qu'on connaît déjà, l'adapter à quelque chose d'autre, qui est aussi très important, ça peut être un médicament. Et ça, on peut, si on veut, un peu prévoir les temps qui est nécessaire. Dans d'autres cas, pour les découvertes importantes, on ne sait pas quand ça arrive. Il faut avoir, comment dire, un pool, un réservoir de recherche fondamentale, parce que tous les résultats importants, celles qui ont fait les changements et qui ont porté à de nouvelles thérapies, à de nouveaux médicaments, ça vient de la recherche fondamentale. Et ça a besoin de temps. Et nous ne pouvons pas être chaque 2 ans. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de nouveau? Bien sûr. Mais on ne peut pas demander parce que les découvertes fondamentales arrivent presque au hasard, comme je disais, mais il arrive là où le hasard, on peut le préparer. Donc, quand on a la capacité de chercher et de trouver les nouveaux, ça c'est Louis Pasteur qui l'a dit, c'est pas moi, mais c'est très important parce que le temps de la recherche, c'est le temps du nouveau et on ne peut pas le prévoir. Mais on peut préparer la condition, avoir des financements, avoir la liberté de le faire et avoir une masse critique qui permet aux scientifiques de comparer, de discuter, de pouvoir, s'il arrive quelque chose de nouveau, de pouvoir le recevoir. Et le problème, c'est que tout ça est en train de diminuer. Et ça ne se fait pas naturellement. Les fonds diminuent, la liberté de recherche diminue. Nous n'avons pas de futur si nous n'avons pas la possibilité de chercher, de comprendre la vie dans ces aspects fondamentaux. Merci. Alors, quand on a préparé cette table ronde, il y a une autre question qui est venue à nos brillants esprits. Réinventer les corps, est-ce que c'est aussi réinventer le lien entre corps et esprit? Donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, Élise Thiebaud. Et là, je vais me retourner vers Lou Luby. Voilà, parce que dans cet ouvrage-là, donc c'est comme un oiseau dans un bocal. Il est question d'incarner, vous allez dire si je me trompe, des portraits de surdoués. Donc là, on a un personnage oiseau et puis un personnage donc, qui est un poisson et qui a comme un aquarium, mais le corps est ajouté puisque le poisson peut vivre tout seul. Donc là, je serais curieuse de savoir comment on incarne, comment on dessine donc des câblages neurologiques différents. Donc il y a ça. Et puis sur votre autre ouvrage, donc Racine, là, il est aussi question de dessiner, d'incarner une identité qui est alors réunionnaise, / féminine, / blanche, / bouclée, / créole. Donc comment on conçoit ça? C'est un vrai questionnement dans le support bande dessinée de voilà, comment je vais représenter des choses immatérielles, des choses abstraites. Et d'avoir une vraie réflexion sur les moyens de mettre ça en image. Alors moi, je travaille avec 2 choses. Je travaille avec la métaphore, le symbole, et avec les schémas. Donc d'un point de vue symbolique, effectivement, comme un oiseau dans un bocal, voilà, qui est derrière moi en grand, j'ai pris le parti de représenter les gens, les humains, sous la forme d'animaux. Et donc il a fallu choisir des animaux pour représenter les personnes, et c'était très intéressant parce que je voulais éviter l'écueil de les surdoués sont des zèbres par exemple, et qui sont tous pareils, ils ont tous des têtes de zèbres, et il y a quelque chose d'un peu exclusif et excluant quand on fait ce genre de métaphore. À la place, je me suis vraiment posé la question individuellement, Bordeaux qui est le personnage principal, à quoi est-ce qu'il va ressembler? Ben, c'est un homme assez discret, voilà, qui se met pas trop en avant, donc un petit oiseau noir, ça collait bien. Et puis de se dire que voilà, en fait il est tout maigre, il est tout petit, mais il s'enfouit sous des grosses épaisseurs de vêtements, un gros pull à capuche, etc., qui font que ça lui donne de l'épaisseur. Et en fait c'est vraiment une métaphore de sa psyché. Et ça permettait aussi de m'affranchir de toutes les questions d'ethnie,
de couleur de peau, de type de cheveux, qui sont des considérations tout à fait superficielles dans ce propos, donc sur le cerveau, et d'aller directement au fonctionnement de chacun. Et c'est la même chose donc pour Raya, qui est son pendant féminin, qui est un petit poisson dans un bocal. En fait, elle est toute dans sa tête et elle a qu'une peur, c'est qu'on se rende compte qu'elle est juste un petit poisson et qu'elle est pas à la hauteur en fait de ce qu'on projette sur elle et sur son corps mécanisé. On en revient au corps mécanique d'ailleurs. Et donc voilà, c'est le petit poisson dans le bocal. Et donc là, on est vraiment pour le coup dans la métaphore. Et en même temps, je vais amener les notions plus scientifiques au travers de schémas. Voilà, il y a plein de choses derrière moi, c'est chouette. Vous voyez des courbes, vous voyez des petits animaux qui représentent les différents types de tests qu'on fait passer pour les tests de QI. Voilà, des flèches, des choses très visuelles en fait qui permettent justement de ne pas ressembler à un essai. Alors les essais c'est passionnant, mais moi j'avoue j'ai vachement de mal à les lire. Et du coup le fait de passer par l'image permet justement d'apporter tous ces messages-là de façon plus visuelle et plus immédiate à des gens qui n'auront pas forcément le temps ou la patience de se plonger dans du texte long. Donc c'est le pouvoir de l'image. Et donc Racine, donc on est dans une démarche qui est un peu différente puisque précisément j'ai voulu représenter les ethnies, les types de cheveux, etc. Puisque c'est ce dont il est question. Hein. Je parle du cheveu crépus et de sa place dans la société. Et donc c'était très important pour moi d'avoir des représentations de corps qui soient variées. Et c'est justement cette même démarche de passer par le schéma et pour avoir les choses un peu techniques et en même temps de travailler sur la représentation du type de cheveux, sur ce que les identités, qu'est-ce que les identités véhiculent en fait au travers des corps et comment ça s'exprime et qu'est-ce que ça signifie. Donc voilà, c'est la démarche un peu opposée, mais quelque part ça se rejoint dans la volonté d'amener de la compréhension et des émotions au travers de quelques traits. C'est tout un art. D'ailleurs, il y a la question de la beauté. Je pense peut-être plutôt dans Racine. Absolument. Ou finalement, à quel moment elle se trouve belle, le personnage, la personnage. Ça ne dit pas la personnage. Enfin, Et bien, là, il y a toute la question de la représentativité, parce que donc c'est une petite fille, et quand elle est petite, elle pleure et elle court pour pas que sa mère l'attrape avec sa brosse, parce que ça lui fait mal quand on la coiffe et qu'on lui tire les cheveux. Et en fait, à l'adolescence, elle n'a pas de modèle auquel s'identifier, puisque les héroïnes Disney ont toutes les cheveux fluides et soyeux, y compris Tiana, la princesse noire, qui n'a pas les cheveux crépus dans La Princesse et la Grenouille. Et puis voilà, dans la pop culture, donc là, elle grandit dans les années 2000, c'est Britney Spears, c'est Avril Lavigne, toutes ces femmes qui ont des cascades de cheveux parfaitement lisses. Et en fait, si on n'a pas de représentation de personnes qui nous ressemblent et qui sont jolies, on peut pas se dire qu'on est belle. C'est pas possible parce qu'on correspond pas à un canon qui est identifié comme beau. Et c'est vraiment ça en fait que j'ai voulu mettre en avant et qui est tout son parcours, qui est en fait le moment de se réapproprier son identité, de trouver des gens qui lui ressemblent, mais des gens aussi qui mettent en valeur toute cette esthétique du cheveu crépus et pour finir par se trouver belle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai l'impression d'être partie très loin. Mais les gens ont l'air d'écouter, donc, donc je suppose, voilà. Merci en tout cas de répondre à cette question. Et puisqu'on est toujours sur réinventer le lien entre le corps et l'esprit, là je vais me tourner vers vous, Élise Thiebaud. Donc vous, je crois que vous êtes plutôt du côté de la réhabilitation du sensible, et il se trouve que vous pratiquez certains arts martiaux. Je crois que je ne trahis pas un secret en disant ça. Oui. Alors, and so je voudrais savoir, à votre sens, comment on fait le lien entre le corps et l'esprit, parce que là on a parlé de plein d'inventions qui concernent plutôt les cellules du corps, mais peut-être qu'on en oublie l'esprit. Et donc pour vous, quel lien y a-t-il à faire entre le corps et l'esprit? Est-ce qu'ils sont indissociables? Est-ce qu'ils sont un? Waouh. Vous avez demandé. Hein, alors... J'ai... Ouais, vous demandez une question, je pose. Ah oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas un esprit
d'un côté et puis un corps de l'autre. Dans ces cellules, il y a un ADN dans chacune de ces cellules. Cet ADN, il existe et il se transmet, lui, depuis des dizaines de milliers d'années. Il est dépositaire d'une intelligence et d'une expérience de vie bien antérieure à la forme que j'occupe aujourd'hui. Et l'une des choses qu'on expérimente ou on travaille avec les arts martiaux, le tai chi ou le kung-fu quand on fait ça un peu vite, c'est de retrouver cette matérialité, cette intelligence. Et il n'y a pas quelque chose comme un esprit supérieur. L'esprit, c'est ce qui traverse toutes nos matérialités diverses. C'est le mouvement, c'est les éléments fondamentaux, l'air, l'eau, la terre, le feu. On part de ce principe-là. Dans les principes taoïstes, on part de ces éléments-là. Et ils sont reliés, ils ont un souffle, ils sont représentés parfois sous la forme de dragons, de tigres, d'animaux. Et moi, j'ai plutôt tendance à me projeter là-dedans. J'écoutais, et ça va rejoindre, j'écoutais ce que vous racontiez sur les cellules. Il y a, et particulièrement tout à l'heure, les cellules souches. On a découvert, j'ai travaillé sur les menstruations, on a découvert seulement en 2008, je le racontais déjà hier, qu'il existait dans le sang menstruel des cellules souches. On ne le savait pas avant. C'est-à-dire, vous imaginez, en 2008, on se préoccupe de ce qu'il y a dans le sang menstruel. Et le sang menstruel, jusque-là, vous me corrigez, vous êtes scientifique, on n'en connaissait que dans la moelle osseuse ou dans le sang du cordon. Ce qui se passe, ou ce qu'on peut faire avec des cellules, enfin, on peut la voir comme ça, que de cette manière-là. Le fait qu'on connaisse si peu de ça est assez extraordinaire. Et on a essayé, on a testé, et je le racontais aussi hier, seulement l'année dernière, d'utiliser du sang pour tester les protections périodiques. Avant, on utilisait de l'eau. Et on n'a même pas utilisé du sang menstruel. On a utilisé du sang veineux, qui coagule, ce que ne fait pas le sang menstruel. Donc on fait des recherches scientifiques quand même étranges, quelquefois. Et particulièrement, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait une maladie qui s'appelle le syndrome du choc toxique, lié aux tampons périodiques. Et on a fait une étude à ce sujet. Et j'ai eu j'ai été informée des pré-résultats de cette étude, et j'ai demandé comment avez-vous fait ? Et le scientifique, il avait publié, c'était au CHU de Lyon, il avait publié, il n'avait pas encore publié, mais il a publié ensuite l'étude, m'explique, nous avons reconstitué l'univers d'un vagin. D'accord, ok, fort. Comment vous avez fait ? Eh bien, on a pris un sac de congélation. Ah, ok. Ok, et dedans, vous avez mis quoi ? Alors, on a mis un truc qui est un peu un genre de mou de veau. Ok. Et puis après, on a mis du sang menstruel qu'on a récolté auprès des techniciennes qui étaient dans le labo. Et on a mis des tampons ensuite dans le sac. Je dis, c'était en anaérobie ou pas du tout ? Parce que dans le vagin, c'est en anaérobie quand même. Hein, c'est pas un sac, le vagin. Je vous le dis pour le cas où il y aurait un doute qui planerait dans l'assistance. C'est plus un fourreau. Ça se touche, dans le meilleur des cas. Et donc, comme les fils qui se touchent, vous voyez. Et ça a donné lieu à un résultat visant à dire que les tampons n'étaient pas dangereux. Apparemment, c'est vrai, pour les sacs de congélation, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, réinventer les corps, ça peut aller loin en fait. Et c'est pour ça que je préfère le réinviter, le réinvestir,
très modestement, en faisant mes petits mouvements tous les matins, les jing, comme on dit, je fais des étirements, et puis en essayant de me connecter avec mes organes. Je parlais du foie tout à l'heure, je me disais, ouais, le foie, c'est important, d'essayer d'être simplement présente à ce corps. Parce que je ne me crois pas du tout capable de le réinventer, même pas de l'inventer, de le vivre avec amour, c'est déjà vachement bien. Une réaction du côté des scientifiques. Pardon. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais car le temps est limité, je dirais la chose qui me semble en ce moment la plus importante, et peut-être ça a l'air d'être pas directement lié, mais ça l'est. J'ai fait une promesse, comme tout scientifique, comme toute personne, j'ignore énormément de choses. Et comme scientifique, comme communauté aussi, nous ignorons beaucoup de choses. Nous en connaissons quelques-unes. Et je suis toujours extrêmement surprise de la différence qu'il y a entre les peu qu'on connaît, nous scientifiques, et comment ça passe au reste du monde. Parce que ces informations sont extrêmement importantes pour comprendre et pour bâtir et pour comprendre le monde lui-même. L'exemple que vous faisiez, c'est en effet l'exemple d'une expérience scientifique un peu approximative. Et sachez que pour tout ce qui est médicaments, on ne peut pas utiliser ça. Il y a des normes qui sont beaucoup plus fluides pour tout ce qui est cosmétique, produits alimentaires et probablement accessoires. Mais pour ce qui concerne les médicaments, on passe dans un autre univers. Il faut démontrer presque l'indémontrable. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir des normes plus importantes, ça pour la partie technique. Mais la partie que je pense être importante, c'est que comment faire, nous scientifiques, pour passer les peu qu'on connaît et qui est aussi toujours en devenir, parce que demain, on connaîtra autre chose, pour les passer aux autres intelligences de la société, afin qu'ils puissent l'élaborer avec les données qu'on a maintenant et ce qu'on avait il y a longtemps. Par exemple, le concept de diversité, pour un scientifique, c'est normal. Le concept de perfection, ça n'existe pas. Chacun d'entre nous a un nombre de mutations telles qui sont liées à des maladies graves. Mais si on est sain, c'est parce que l'autre chromosome, celui de papa ou de maman, ne l'a pas. Et donc, on arrive à compenser. Beaucoup de maladies génétiques sont parce que papa et maman portent la même mutation. Donc, nous sommes naturellement imparfaits, et nous sommes naturellement différents. L'hétérogénéité, c'est la vie. Donc, c'est quelque chose qui, en biologie, c'est tellement implicite qu'on n'a presque pas besoin de le dire. Mais dans la société, et tous les problèmes dont vous parliez avant, c'est parce que ces concepts ne passent pas et la construction culturelle est renfermée. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas parler de la société, de la culture de la société, parce que ça appartient à tout le monde. Mais je pense que si on pouvait passer beaucoup plus ce qu'on connaît en sciences, on aurait la possibilité peut-être d'éviter quelques erreurs, même si malheureusement, je ne suis pas très optimiste, la nature humaine ne donne pas toujours son mieux. J'ai un commentaire et une question. La question, elle est pour vous. Vous avez demandé à essayer d'avoir un échange avec ce scientifique pour essayer de dire, voilà, il faut absolument quand même qu'on ait que je puisse vous dire à quoi ça ressemble. Non, je dis ça parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se fait de plus en plus. Alors ça se fait à Nantes, à l'université de Nantes, mais ça se fait, je pense, partout ailleurs. C'est de mettre en fait des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire de mettre du lien avec la société dans la science. Et je pense qu'on ne peut pas y couper parce que la fin de notre travail, il est aussi pour la société dans son ensemble. On essaie de travailler pour tout le monde. Donc c'est important quand même que les échanges se fassent à ce niveau-là aussi.
C'est bien si vous avez pu le faire. Et le commentaire, c'est je suis comme Élise, je suis pratiquant d'arts martiaux. Et pendant très longtemps, on a eu le dualisme de René Descartes. Hein. C'est le corps et l'esprit, c'est très lié à la conception religieuse. Mais en fait, ce qu'on apprend dans les arts martiaux, c'est justement ce non-dualisme, en fait. Il y a quelque chose qui est totalement unifié, et quand on arrive à unifier le corps et l'esprit, on a quelque chose de très agréable. Et en plus, on est plus dans l'instant, et en fait, on est plus présent. Et les émotions sont plus fortes. Et notre compréhension du monde est probablement meilleure. Et on est probablement plus capable d'interagir les uns avec les autres de manière adéquate. Donc tout ça est très bon pour la société. Donc, je vous invite tous à vous inscrire dans un club d'aïkido ou de kung-fu dès que vous sortez de cette salle. Voilà. Alors, j'aimerais beaucoup vous lancer tous les quatre sur la neuropsychiatrie, mais on me dit dans l'oreillette qu'il faut laisser quand même le public poser ses questions, sinon on va se faire virer. Donc voilà, s'il y a des questions, je vois déjà des mains qui se lèvent et qui sont impatientes. Bonjour. Ici, là. Non, raté. Je voulais vous demander si vous avez déjà des avis sur l'introduction d'éléments artificiels. Il y a un des grands fantasmes de la science-fiction, c'est connecter son cerveau à des machines. Et on sait qu'il y a des premiers prototypes. Et est-ce qu'on a déjà une forme de recul sur qu'est-ce que serait l'introduction d'électronique à l'intérieur du corps humain, en fait, à long terme? Je ne suis pas une spécialiste au cerveau pour pouvoir vous dire, mais il y a des expériences qui ont été faites même récemment. Et sont l'idée d'attacher la machine aux neurones, c'est essayé depuis une vingtaine d'années. Donc là, il faudrait quelqu'un vraiment de beaucoup plus dans les fonctionnements et de la physiologie du cerveau, mais vous savez, c'est un impulse électrique. Si on arrive à pouvoir commander l'impulse électrique, ensuite la cellule fait tout ce qu'il normalement doit faire. Du coup, c'est moi qui ai le micro, juste là. Moi, je vais plutôt partir sur l'idée de réinviter le corps, comme l'a dit Élise Thiébaut. Et donc aussi les représentations dans la fiction avec Lou Luby et Élise Thiébaut aussi, puisque vous écrivez. Est-ce qu'on peut parler aussi, est-ce que ça peut rentrer dans ce sujet de parler des personnes trans, des personnes intersexes, puisque c'est aussi, avant de réinventer les corps, est-ce que réinvestir, réinviter, aussi dans la fiction, mais aussi dans la recherche, ces corps-là, ces différences-là, et après les partager aux gens pour que ces gens-là connaissent ces particularités, comprennent que tous les corps sont pas pareils, tout ça. Comment on peut lier la représentation dans l'imaginaire et les informations scientifiques, les intérêts, tout ça, les questionnements sur ça, et après le partage avec les gens sur ces questions-là. Vous avez dit quelque chose de super intéressant tout à l'heure sur le fait que on est par nature hétérogène, on est vraiment tous différents les uns des autres et fondamentalement pas hétérosexuel, hein, hétérogène. Parce que ça, c'est pas du tout par nature, l'hétérosexualité. Non, en effet. Mais oui, du coup, ce que je me dis, c'est qu'en fait, quelque part, il y a longtemps eu une espèce de standardisation des représentations, je pense, parce que les représentations se font déjà par une sorte d'élite dominante. C'est toujours le cas quand on regarde historiquement dans l'histoire de la peinture. En fonction des époques, tous les corps se ressemblent. Il y a l'époque des femmes potelées, elles sont toutes à poil avec des petits voiles pour cacher rien du tout. Il y a vraiment ce côté, quand on regarde la BD franco-belge des années avant que ce soit mes années à moi, où on a tous ces messieurs très costauds, très minces, très virils, et ces femmes hyper sexualisées, etc. On est aussi dans une sorte de stéréotype de la représentation des corps.
Et ce qui se passe en ce moment est assez fabuleux parce que les questions de ce qu'on représente commencent à être posées. On en voit de plus en plus. Moi, je parle de bande dessinée parce que c'est mon secteur, mais ça touche à tous les arts visuels, que ce soit du dessin ou que ce soit de la prise de vue réelle. Mais on a vraiment une volonté de représenter des gens petits, des gens grands, des gens gros, des gens qui ont des différences physiques. Effectivement, on peut parler aussi dans les identités de genre. Mais je suis d'accord aussi sur le fait que les identités de genre sont bien plus fluides que quelques catégories et qu'il y a une infinité de nuances en fait. Et le fait que la fiction s'empare de ces sujets-là et décide de les montrer, de les rendre visibles, je pense que c'est hyper important. Et moi, je le sens dans mon travail qu'il y a encore de la résistance à ça. Où clairement, donc avec Racine qui parle de cheveux crépus, quand je publie des extraits sur les réseaux sociaux, généralement les lecteurs des livres sont très bienveillants parce qu'ils ont fait l'acte d'acheter le livre, donc ils sont globalement plutôt réceptifs à ce qui va être dit. Par contre, sur les réseaux sociaux, on se retrouve confronté à vraiment n'importe qui. Et il y a des gens qui sont effectivement vent debout. Mais pourquoi est-ce que vous représentez des personnes aux cheveux crépus ? Mais c'est pas bien, c'est pas acceptable. Et il y a vraiment des réactions qui sont assez violentes. Donc je pense qu'on a un travail à faire vraiment, nous, de créer une place à toute la diversité des corps en fonction de ce qu'on dessine, ce qu'on filme, ce qu'on montre, et qu'on peut faire partie en tout cas de ce mouvement-là. Et c'est un ensemble d'efforts à faire, mais ça passe effectivement par la fiction, je pense. Je voudrais ajouter quelque chose, évidemment, uniquement du côté scientifique. Déjà, on a l'habitude de penser, et c'est clairement la majorité, que les sexes sont déterminés, X, Y. Mais il y a un nombre extrêmement important de cas in between, X, Y. Je ne me souviens même pas tous avec des conditions qui sont soit pas des différences manifestes, ou toute la gamme des différences. Et ça, ce n'est pas des cas rarissimes. On est dans la pourcentage sous les pourcents, a few percent. Donc, en biologie, à nouveau, on est exposé naturellement à ça parce que c'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment. Dans la majorité des cas, on n'en parle pas. Mais déjà, voir ces différences, l'idée de X, Y et XX, qui est la majorité, ce n'est pas l'absolu. On a en nature pratiquement tout. Et si on pouvait incorporer ça dans notre pensée, ça serait beaucoup plus facile parce que c'est ce que la nature nous dit. Je m'aventure dans un petit commentaire là-dessus. Ce qu'on peut faire en science, mais c'est pour rejoindre ce que disait Myria, c'est difficile de partager en fait, parce que quand on fait de la biologie, enfin, travaille à peu près sur les mêmes modèles, mais pas les mêmes organes, mais on peut, pour le coup, on déconnecte le cerveau, on déconnecte les aspects culturels, sociétaux, sociaux, ce que vous voulez. Donc en fait, la biologie ne peut pas rendre compte de toutes ces différences-là, sauf si on se retrouve dans une situation où on va rendre compte de la diversité génétique qu'on peut traduire derrière par une diversité dans la chimie, dans le fonctionnement, mais ça c'est la médecine, voilà. Donc on ne peut en rester que là. C'est la seule chose qu'on peut faire en recherche. Le combat, il est au-delà de ça, il est dans la société. Vous comprenez, et nous on explique en fait, c'est un peu ça. Hein. Ça pourrait être ça, on est complémentaires, c'est très bien. Absolument, absolument. Bonjour. Ici, j'ai une question. Merci pour votre intervention. J'ai une remarque à vous faire, puisque en fait, on parle de transmission d'X et d'Y. Ne serait-il pas temps de dire à la population aujourd'hui que l'être humain n'a pas toutes les recettes pour vivre dans son ADN et que nous sommes constitués de 2 ADN et que le deuxième a quand même, on va dire à peu près 95% de l'utilisation de l'énergie du corps humain, que cet ADN est transmis uniquement par la femme et qu'aujourd'hui on apprend que l'ADN codant n'est au final qu'une petite partie infime de tout ce qui fait ce que nous sommes et qu'on devrait peut-être beaucoup plus s'intéresser à ce deuxième ADN qui est en nous.
Merci, je travaille sur l'ADN mitochondrial aussi. On le connaît depuis 1973. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'on sait bien que cet ADN et les mitochondries elles-mêmes, qui sont les organites qui produisent l'ATP, l'énergie dans les cellules, et font beaucoup d'autres choses aussi, dérivent d'une ancienne batterie par symbiose. Et ils ont gardé une partie de leur ADN. Ce qui est magnifique, c'est de comprendre pourquoi ils l'ont gardé et ils n'ont pas passé tout au noyau. Et ça, c'est une des choses intéressantes parce que ça permet en effet de mieux réguler les besoins de la mitochondrie qui varient tout le temps selon les besoins du tissu, du besoin énergétique, du stress, plein de facteurs. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Sachant qu'en janvier 2020, une découverte a été faite. On a toujours pensé jusqu'en 2020 que les mitochondries étaient dans les cellules. Un laborantin a découvert plus de 300 000 mitochondries dans 1 millilitre de sang toutes seules, sans cellules. Et qu'on sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas entre 37 et 40 degrés, mais entre 50 et 60 degrés. Grâce à un laser quantique, on a découvert qu'il y avait une énergie bien plus grande en nous que ce qu'on imagine. Je vais vous dire plus, l'expert qui a fait ça, j'étais en congrès il y a 2 jours, il a même montré que la température interne des mitochondries, qui est entre 55 et plus, comme vous dites justement, résistait telle qu'elle, même si on mettait la mitochondrie sous un stress énorme, en hypoxie, tous les types de stress. Donc, la capacité de réguler et de maintenir l'homostase est importante. Mais ce n'est pas une énergie à part. C'est une énergie qui marche dans la cellule pour la cellule. Je suis d'accord avec vous, les mitochondries sont très... Si elle est dans la cellule. Je viens de vous dire qu'elle n'était pas que dans la cellule. Oui, mais parce qu'ils sont libérés. Ils peuvent être libérés de la cellule. On les... Réinventons les corps. On vient d'apprendre beaucoup de choses, très techniques, mais il y a quand même encore la moitié de la population dans le monde, comme les femmes, qui souffrent de leurs règles douloureuses. Et moi, qui ai passé 60 ans, jamais on ne m'a parlé de l'endométriose. Jamais, jamais, jamais. Et il y a ça, il y a aussi, j'ai des problèmes d'intestin, et l'intestin irritable, c'est quelque chose que j'ai appris il y a très très peu de temps, alors qu'en fait, je suis intolérante à plein de choses, mais ça fait partie du corps, et c'est quelque chose de relativement basique qui concerne quand même pas mal de gens, et ne serait-ce que pour les femmes, avant de réinventer les corps, il faudrait réinventer la société, parce que ça fait partie d'une recherche qui concerne les femmes. Et oui, cheveux gris, lunettes rouges, solidarité. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable d'en arriver là encore à se poser des questions là-dessus. Et je trouve que c'est bien de lever ces tabous-là. Et voilà quoi. Je trouve que c'est formidable d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette intervention qui me permet de revenir sur celle d'avant, sur la transidentité, si on peut. Effectivement, j'ai souffert aussi pendant 40 ans d'endométriose. C'est une maladie qui touche 10 à 15% des femmes dans le monde et qui entraîne encore 7 ans d'errance pour être diagnostiquée quand elle l'est. J'ai un certain nombre d'amis trans qui, dans leur parcours, ont observé que les injections de testostérone
avait pour effet de réduire les douleurs liées à l'endométriose, et ont lancé une espèce d'expérience pirate à laquelle j'ai participé, où il partageait une portion des injections de testostérone avec des personnes qui étaient juste souffrant d'endométriose, ou dans mon cas, qui entrait dans la ménopause, et donc de voir qu'est-ce que nous ferait une injection de testostérone. Et c'était une manière de réinventer ensemble un rapport à nos corps, à nos douleurs, dans le cadre où la médecine nous ignorait. Et en fait, se réapproprier, ça revient un petit peu, c'est se réapproprier ses corps, se réapproprier ses expériences, ne pas laisser seulement à une science dont vous avez bien rappelé que nous sommes des êtres humains, chacun et chacune avec nos biais et nos énormes ignorances et nos petites connaissances, se les réapproprier et expérimenter ensemble des choses, ce lien entre science et, je sais pas, la société civile, comment on pourrait appeler ça, enfin nous, nous tous, nous toutes, c'est vraiment un chemin. Merci. On a déjà dépassé le temps imparti d'1 minute 09 précisément. Merci beaucoup à tous d'être venus ici. Merci aussi aux Utopiales. C'est quand même bien d'avoir des lieux où on peut continuer à faire un peu d'intelligence collective. Bonne journée.